C'est un flotteur donc anglais qui est fixé, regardez cette particularité, uniquement que par le pied. On installe un petit étui en élastomère de silicone, équipé lui-même d'un œillet, ce qui va permettre ensuite à l'intérieur de déposer le flotteur, la quille de flotteur qui convient. Et puis donc la tenue est parfaite. Et ça, en cours de pêche, ça permet soit de changer, par exemple, la visibilité de l'antenne avec une antenne jaune fluorescente en glissant ce flotteur à la place de l'autre, soit en utilisant un modèle plus lourd, plus porteur, parce que le vent s'est levé, et en adaptant bien entendu des plombées, tout cela sans avoir à démonter la grande majorité de la ligne. Là, j'ai pincé un premier plomb à environ 30 cm de l'hameçon. Ce plomb va correspondre à la plombée basse. Ensuite, environ 1 mètre au-dessus de cette première plombée, on installe la seconde plombée, qui bien entendu va être un peu plus lourde, car il faut savoir que la plombée basse doit être toujours plus légère que celle qui est située au-dessus, quel que soit le nombre de plombs. On va donc remonter le flotteur et installer la seconde plombée qu'on appelle la plombée centrale à environ 1 mètre de la première. Vous voyez, je continue à pincer régulièrement les plombs sans utiliser une pince pour éviter les questions d'emmêlage et qui sont donc plus lourds que la plombée de base, la plombée centrale. Et enfin, une troisième plombée qui, elle, va être la plus importante et qui va situer la position du flotteur par rapport au sondage et qui va permettre de quiller complètement le waggler de façon à ce qu'au moment de la propulsion, ce soit le flotteur plus la tétine plus les plombs là qui partent en tête et qui servent non seulement de direction mais également de puissance. C'est un petit peu comme une fléchette. Alors les plombs que j'utilise correspondent en fait à ceux que l'on trouve dans cette boîte qui est compartimentée, dans laquelle on retrouve donc les appellations des plombs et les 6 catégories de plombs le plus utilisées en matière de pêche à l'anglaise, avec d'une part les appellations anglaises qui sont un petit peu particulières mais qu'on apprend vite, et d'autre part la correspondance en grammage, ces mêmes appellations que l'on retrouve sur le corps des wagglers. J'ai ici dans la main un flotteur sur lequel est indiqué 5 BB. Il est bien évident que ces 5 BB correspondent à cette gamme de plombs là, et donc ce flotteur 5 BB supporte l'équivalent de ces 5 BB que l'on retrouve dans cette boîte. Pour faire un montage coulissant, la première chose à faire est de bien évidemment supprimer le plomb du haut, qui est donc un plomb mou que j'ai écarté avec les ongles, et vous voyez que maintenant la tétine coulisse. Enfin, il existe plusieurs sortes de ligatures. Moi je l'effectue en nylon fluorescent de 20 centièmes. Pourquoi 20 centièmes? Parce que si le nœud est trop petit, il risque de traverser l'œillet de la tétine. Donc ça pose des problèmes. S'il est trop gros, à ce moment-là, c'est dans les anneaux de la canne que ce nœud ne va pas très bien passer. 20 centièmes est un diamètre passe-partout. Pourquoi fluorescent? Parce qu'une fois qu'on a sondé et qu'on a bien positionné ce nœud à la place correspondante au fond, il faut pouvoir prendre un repère sur la canne par rapport aux anneaux, et si en cours de pêche on doit le refaire parce qu'on l'a cassé, il est plus facile de l'observer et savoir tout de suite dans quelle position il est. Alors ce brin de fil là est déposé le long du corps de ligne qui vient du moulinet, et avec celui-ci je vais faire 5 tours et revenir dans la boucle. En fait ce système correspond à un montage du type hameçon. On va le faire tout de suite. Là je reviens à l'intérieur de la boucle de départ, et bien entendu on constate qu'une ligature se forme progressivement en rapprochant les deux spires, et à partir de là j'arrête, parce que si je continue à serrer trop fort, je vais vriller le corps de ligne qui est très fin, on risque d'abîmer et même de détériorer et de casser sur un beau poisson, et là je vais tirer un brin après l'autre en empêchant ces spires de tourner sur elles-mêmes à l'aide du pouce et de l'index. Un côté et à l'autre côté, et ainsi de suite. Et puis ensuite, une fois que toutes ces spires sont rassemblées, là on peut serrer complètement les deux brins en même temps et la ligature ne bouge plus. Donc cette ligature parfaitement serrée passera correctement dans les anneaux de canne anglaise qui sont relativement petits de diamètre,
et ne bouge absolument plus. La tétine vient bloquer contre en pêche coulissante, ce qui permet de pratiquer par 5, 6, 7 mètres d'eau, ce qui est déjà quand même relativement correct. Pour sonder, puisque l'on pratique avec une ligne flottante, il faut agir exactement comme pour la pêche au cou. Alors on n'utilise pas des sondes classiques, dites grenouillères et relativement grosses, car elles posent des problèmes au niveau de la propulsion, mais on préfère plutôt employer des chevrotines relativement lourdes, mais peu gênantes au niveau de la propulsion, que l'on pince sur l'hameçon. Je vais propulser mon montage. Alors, bien entendu, plus loin que le point de pêche amorcé. Ensuite, je trempe le sillon de la canne dans l'eau. Vous allez voir en surface ce fil qui actuellement fait un ventre très important. Ce fil va se tendre et va couper la surface de l'eau. On va le voir nettement. Regardez. Vous avez vu là-bas ce sillon dans l'eau, c'est le nylon qui a coupé la surface de l'eau. Maintenant, mon flotteur est en train de se mettre en place. Et quand la plombée sera descendue, ce qui est le cas maintenant, eh bien, je suis en action de pêche et entre le flotteur qui est à une quinzaine de mètres de la berge et le sillon de la canne qui est toujours immergé, toute la bannière est noyée et se trouve sous l'eau. Je vais vérifier que cette bannière est bien tendue. Pour cela, je vais manœuvrer à peine la manivelle du moulinet et normalement, le waggler là-bas doit s'enfoncer. On remarque tout de suite sur une canne anglaise un nombre d'anneaux considérable. Par exemple ici j'ai le sillon de cette canne qui rien que sur une longueur d'un peu plus d'1 mètre comporte une dizaine d'anneaux, c'est énorme. Bien entendu il y a cela une raison, ça évite tout simplement au nylon pendant la propulsion de frotter le long des éléments. Donc les anneaux sont très rapprochés et ils sont de plus en plus rapprochés à mesure que l'on se rapproche du sillon et de la tête de la canne. Une canne anglaise donc à emboîtement qui mesure en principe entre 13 et 14 pieds. Il existe également des 12 pieds, c'est-à-dire pour 12 pieds de 3,60 m, pour 13 pieds 3,90 m et pour 14 pieds 4,25 m. La tendance actuellement fait que l'on utilise des cannes moyennes et longues, c'est-à-dire 13 et 14 pieds, qui sont des longueurs correctes pour pouvoir pêcher un peu partout en France, aussi bien en eau calme qu'en rivière. Donc la canne anglaise traditionnelle doit être équipée d'une poignée relativement longue. Il y a ici également un accroche hameçon pour les inactivités. Il faut évidemment un moulinet. Un moulinet, il en existe plusieurs sortes pour pêcher l'anglaise. Bon, on peut très bien démarrer cette technique avec un tambour fixe classique, c'est-à-dire un tambour fixe équipé d'un pick-up manuel. Un pick-up manuel, par exemple, de ce type. Donc, quand on parle de pick-up manuel, ça veut dire que le mouvement se fait à la main, le rabattement se fait soit également à la main, soit à l'aide de la manivelle. Un moulinet qui possède une forte récupération, car on a vu que pour noyer la bannière c'est important. Donc ce type de moulinet à 85 cm par tour de manivelle convient parfaitement. Une bobine relativement épaisse qui évite d'avoir à mettre des longueurs importantes de fil. Une bobine conique qui en même temps permet de gagner en distance et en propulsion. Moulinet très léger bien sûr pour ne pas déséquilibrer une canne de qualité. Un moulinet tout à fait intéressant avec des freins très fiables de réglage permettant de réagir sur des touches même difficiles et sur des gros poissons. Bien après le moulinet, nous allons parler des nylons, car l'un ne va pas sans l'autre. D'autre part, les nylons pour la pêche anglaise sont très ciblés. Il ne faut pas croire, aujourd'hui chaque technique réclame un nylon et ce n'est pas une question commerciale. Nous avons des nylons qui sont tout à fait adaptés pour la pêche anglaise. On a vu qu'une canne anglaise est équipée de nombreux anneaux. Or, des propulsions répétées pour un nylon dans une batterie de 14-15 anneaux eh bien, provoquent des échauffements très importants. Il faut donc des fils qui sont traités en surface de façon à pouvoir résister
à cette batterie d'anneaux régulièrement. On a vu aussi que pour noyer une bannière, en dehors de la vitesse de récupération d'un moulinet, du fait de tremper le sillon de la canne dans l'eau, il faut également avoir un fil qui se noie plus facilement qu'un autre, donc une texture au niveau des polymères un peu particulière qui permet justement une mouillabilité plus facile et également donc une coulabilité meilleure, sachant qu'un nylon traditionnel pour une pêche classique au wagler, c'est à peu près un 12 centièmes que l'on doit placer dans un moulinet. Il existe en général 4 ou 5 diamètres, jusqu'à 12 centièmes et demi pour la ligne flottante, au-delà pour pêcher en plomb. Ah, c'est parti là. C'est parti là. Ah, c'est une tanche. C'est une belle tanche. On va la fatiguer un petit peu. Voilà. Le poisson est noyé, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, la bouche est hors de l'eau. Je l'amène gentiment à l'épuisette. Voilà. Et voilà. Une jolie tanche. La pêche anglaise est faite pour prendre les beaux poissons, donc c'est un peu normal qu'en fait on ait plus de chances de prendre ce type de poisson. Elle fait 300-400 grammes, bien vivante. La tanche est un joli poisson. Voilà. Il faut savoir que on va la mettre délicatement dans la bourriche avant de la relâcher ce soir. Il faut savoir qu'en matière de pêche anglaise, les hameçons passe-partout sont des hameçons numéro 16, soit forgés nickelés ou forgés bronzés. Enfin bon, ça c'est un petit peu une question d'èche. Et généralement un bas de ligne de 10 à 12 centièmes de 30 cm. En matière de pêche anglaise, on utilise des èches qui sont très diverses, telles que les èches concernant la pêche au cou, sachant qu'on a quand même intérêt à utiliser en particulier l'asticot. Nous avons ici les 5 èches reines de la pêche anglaise. Le gozer d'abord, qui sert en tant que èche et en tant qu'agrénage à l'aide de la fronde qui est ici. Le gozer est issu d'une mouche spéciale de haute qualité. Nous avons par exemple également, donc on en a parlé, le pink, qui lui permet d'être introduit dans l'amorce à raison d'1/4 de litre par kilo d'amorce pour l'amorçage, c'est ici. Le fise, qui est un petit asticot rouge extrêmement remuant, qui lui ne sert qu'à léchage et qui est fait pour des pêches très techniques et difficiles. Ensuite, le caster. Alors le caster, c'est la chrysalide de l'asticot. La chrysalide de l'asticot se situe à plusieurs stades. Nous avons ici des chrysalides un peu plus sombres, comme vous pouvez le voir. Les chrysalides très clairs permettent d'effectuer une pêche d'agrénage parce que ce sont des cocons qui coulent. Dès que la couleur du caster est un peu plus sombre, comme celui-ci, à ce moment-là, l'èche flotte en surface, n'est donc plus utilisable en agrénage, mais on peut l'employer dans une amorce craquelée de façon à rehausser la qualité du produit. Enfin, l'asticot dernier né qu'on fabrique en France et que d'ailleurs les Anglais n'ont encore pas, c'est le fameux damier. L'asticot d'abord comporte un arrière-train et une tête. Il est bien évident que si on le pique par la tête, on risque de le faire mourir rapidement et il sera moins efficace. L'arrière-train, contrairement à ce que l'on pourrait penser, correspond à ces deux petits points noirs que l'on voit ici, qui sont ses parties génitales et non pas ses yeux. Et quand on prend un gozer, donc puisque ça c'est un asticot de qualité, entre le pouce et l'index, on le presse légèrement pour l'empêcher de bouger. À ce moment-là, on a deux petites barbes ici en dessous qui apparaissent et la pointe de l'hameçon va venir se fixer, s'enfiler ici. Voilà, en laissant apparaître même une légère substance interne. Et regardez le mouvement
de l'asticot qui n'est absolument pas blessé et qui va donc être très efficace face aux poissons, car une èche remuante est toujours plus intéressante qu'une èche morte.